Radio Kapi, grand témoin. Bonjour, je suis Alain Irung Mouchige. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois le révérend pasteur Hubert Mouawa Lumingu, ancien directeur général de la Société nationale des hydrocarbures au Congo Sonahydrac, ancien directeur général du Bureau d'études techniques des constructions GCT. Actuellement, il est administrateur des studios Sangomalamu, radio et télévision, une association sans but lucratif, et président international du réseau de transformation et d'intercession pour les familles RTF en cycle. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Révérend pasteur Hubert Mihimi, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment allez-vous? Très bien. Le 8 février 2025, vous avez totalisé 70 ans. Joyeux anniversaire. Merci bien, ça c'est une bonne surprise. Comment se sent-on à 70 ans? On est heureux d'avoir vécu toutes ces années et on rend grâce à Dieu. Mais en même temps, c'est l'année de bilan qui commence. Peut-être on amorce les activités du soir de notre vie. On est en train d'examiner ce qu'on a sémé et on vit les résultats de ce qu'on a sémé. Et certains disent qu'on commence déjà à trembler devant la prochaine mort. Non, je pense que moi je suis heureux d'affronter la mort. Pourquoi? Comme la mort approche, je suis heureux et je me prépare et je donne des conseils aux autres. Comment bien passer ces temps, comment vivre heureux sur la terre, comment bien préparer les générations futures. Tout à fait. On va y revenir avec force détail. Vous avez plusieurs casquettes, on les verra au cours de cette émission. Commençons par la première. De juillet 2017 à 2022, vous travaillez comme directeur général de la Société nationale des hydrocarbures au Congo, Sonahydrac. Vous avez une grande expérience dans les domaines des hydrocarbures, mais on dit souvent des entreprises congolaises qu'elles sont des canards boiteux. Est-ce le cas pour la Sonahydrac? D'une manière générale, je dirais que les entreprises de portefeuille, les entreprises vont mal, c'est tout à fait normal. C'est l'environnement, c'est les cadres qui ne s'y prêtent pas pour qu'elles puissent bien se développer. Mais je dirais aussi que ce ne sont pas les entreprises qui sont mauvaises. Bien qu'il y a beaucoup de réformes qui doivent être mises en place, mais ces réformes dépendent des hommes. À mon avis, je pense que ce ne sont pas les entreprises qui sont réellement en crise, c'est nous les hommes qui dirigeons qui sommes en crise. Et en arrivant à la Sonahydrac, vous l'avez trouvé dans quel état? Et vous l'avez laissé dans quel état aussi? Non, j'ai trouvé la société, d'abord c'était Cohydro avant moi. Avant moi, ce n'était pas la Sonahydrac, c'est moi qui ai commencé la Sonahydrac. Ça faisait partie des réformes. J'ai trouvé une société réellement en difficulté, en crise, avec de grandes dettes. Je me rappelle encore, j'ai trouvé la société à moins 14 millions de dollars, avec beaucoup d'impayements de personnel. Ça ne marchait pas. Pratiquement, le personnel était par terre, à la maison. Ça ne marchait pas. Peut-être c'est pour ça qu'on m'a donné cette entreprise, c'est pour... Parce que ça ne marchait pas. C'est parce que ça ne marchait pas. Si ça marchait, je ne suis pas convaincu que on aurait eu besoin de moi là-bas. Je pourrais dire aussi que c'était la volonté de Dieu, puisqu'une fois dedans, il y a des intercesseurs qui m'ont dit qu'ils ont beaucoup prié pour que Dieu leur donne quelqu'un qui pourrait leur venir en aide. Et Dieu a écouté leurs prières. Je me suis retrouvé là. Je ne me suis pas contenté à vivre seulement les spirituels ou quoi. Non, non, non. Je pense que j'ai essayé de mettre en place un système que Dieu m'a inspiré lui-même. Lequel? Peut-être que je ne l'ai jamais dit, mais ah oui, c'est l'occasion d'en parler. La réalité, avant que je ne sois là, Dieu m'avait inspiré quelque chose. Ça m'a étonné d'ailleurs. C'était lors en décembre 2016, je devais prêcher. Et quand je me préparais pour la prédication, j'entends comme ça à mes oreilles, comment sortir une entreprise en crise. Le secret pour sortir une entreprise en crise. Et puis je me suis mis à noter.
Et arrivé en janvier 2017, on m'a confié la gestion des studios Sangomalam, qui était aussi en crise. Alors pour moi, c'est là où je devrais mettre en pratique. Effectivement, c'était ma pépinière. En 6 mois, j'ai mis exactement en pratique ce que le Seigneur m'a dit. Alors concrètement, c'était quoi? Donnez-nous le secret. En 6 mois, il y a eu le résultat. Et en juillet 2017, j'étais nommé directeur général à Sonaïro. J'ai eu la grâce d'avoir tout ce temps-là, de combiner les 2 casquettes. J'étais directeur général à Sonaïro, directeur général des studios Sangomalam. Le secret, je pense que là, c'est la présence de Dieu d'abord. La présence de Dieu, l'intégrité, l'honnêteté et la priorisation de l'être humain, c'est-à-dire placer l'homme à la première place. Ça fait mal de trouver dans une société plus de 100 personnes qui devraient aller à la retraite, qui étaient dans les salaires d'attente. Il y en a même qui étaient décédés. Plus de 10 ans, ils ne touchent pas leur de compte final. Ça fait mal de trouver une structure avec une vision claire, avec un appel clair, l'objet social clair, mais on ne permet pas à cette structure de vivre de son objet social. C'est ça la réalité de nos entreprises d'une manière générale. Et vous, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Bon, je ne peux pas dire exactement ce que Dieu m'a dit ici, puisqu'il y en a qui diront que c'est les pasteurs qui parlent et ils ne croiront pas. Mais tout ce que je peux dire, je me suis mis d'abord à l'écoute. La première des choses, je rends grâce à Dieu qui m'a permis de rencontrer les matelots. Je suis descendu très bas. Je suis allé voir les ouvriers qui étaient au bord d'un bateau en panne. Je regarde, mais rien ne marche, le bateau en panne. On n'importe pas, on ne produit pas, puisque dans la paix de la Sonaïdro, il y a aussi l'exploitation, l'extraction du pétrole du Congo. Les banques de données on était en train de mettre en place. Mais quoi faire? Par où commencer? Alors ces gens-là m'ont donné le secret. Que patron, tu es le premier à venir nous visiter. Tous les autres sont perchés là très haut. Comme tu es venu ici, nous te disons par où commencer. Et même, je ne lui ai pas posé la question. Je commence par nous acheter les moteurs Baudouin, place dans ces bateaux. Quand ces bateaux, puisque dans l'objet social, cette société doit aussi faire les transports, c'est-à-dire prendre les produits pétroliers à Kinshasa, amener à Ilebo pour le Kasaï, amener à Kisangani, amener jusqu'au Centrafrique, et il y a 3 bateaux qui étaient en panne. Et il me dit, en faisant la logistique, puisqu'il y a aussi les rôles, ces rôles-là, il y a CEP et la Sonaïdroc, qui jouent ce rôle aussi de logistique. En transportant, ça te donnait au moins l'argent pour payer les personnels. Tu dis, ah bon? Oui. J'ai écouté. Il n'avait pas réagi. Je rentre au bureau, ça a été dit, c'est à ma honte. Je pose la question au cadre, au directeur, à la première réunion, pourquoi ces bateaux ne tournent pas? Non, les moteurs sont en panne. Ça coûte combien? Parce que là, les ouvriers m'ont dit, placez 2 moteurs. J'ai dit, bon, un moteur Baudouin, comme c'est 600 chevaux, 600 000 euros par moteur, donc 2 moteurs me coûteraient combien? 1 million 200 000 dollars. Et puis tu trouves une société à moins 14 000. J'ai pris ça.
Et puis un jour, j'ai rencontré un monsieur de Chanik, il était général. On causait avec lui. Il dit que je suis venu, j'ai vu que le bateau est là. Parce que oui, votre bateau traîne là-bas, vos bateaux, bon. D'ailleurs, vous devez donner les frais de chômage, et ça, c'est entreposé depuis longtemps. Il dit, mais dis-moi un peu, je dois placer des moteurs, ça coûte combien? Ça va t'étonner. Il me dira, un moteur Baudouin, rendu Kinshasa, de cette capacité de 600 chevaux, 170 000 euros par avion, 125 000 euros par bateau. C'est pas vrai. De 600 000 euros à 120 000. Ouais. Je me suis levé un peu et dit, monsieur, répète un peu. Il a répété. J'ai dit, ok. Je commande deux. Je te donnerai l'argent dès le premier tour au voyage. Il a accepté. J'ai commencé à remettre comme ça les choses en place. Vois un peu le choc. C'est ça la gestion de nos entreprises. Donc je ne vais pas loin, je m'arrête là. Alors, vous avez effectué plusieurs missions pertinentes. Février 2022, mission à Abu Dhabi pour négocier la fourniture massive en RDC avec ADNOC. Janvier 2022, mission de la commission aval pétrolier entre l'Angola et la RDC pour le commerce transfrontalier des produits pétroliers. 2021, négociation sur l'exploitation commune du pétrole à la frontière Angola-RDC. 2021, effectuer une mission officielle à Doha avec la délégation du chef de l'État, président de la République, couverture de l'audience accordée par le chef de l'État au ministre qatari du pétrole et gaz. 2017-2021, participation aux réunions des conseils d'administration et assemblée générale de Perenco en RDC, en France et à Dubaï. Vous avez effectué comme ça plusieurs missions. Vous l'avez dit tout à l'heure, la RDC produit du pétrole, mais pourquoi on en importe toujours? Bon, je ne sais pas si la RDC produit assez du pétrole. Ça, c'est encore un problème. Nous sommes obligés d'importer d'abord puisque nous n'avons pas de brut en quantité suffisante. Ça, c'est la première chose. La société Perenco exploite, extrait, mais c'est pas suffisant. Ça ne dépasse pas, je pense même 24 000 Baril. Ça ne dépasse pas, En plus, nous n'avons pas une raffinerie capable aussi de transformer, de raffiner la qualité de notre brut. Vous connaissez l'histoire de notre raffinerie, il y a plus de 30 ans, ça, c'est resté une histoire. On doit importer, on n'a pas de choix. Alors, vous parliez tout à l'heure de la Sonaïdroc, la manière dont vous l'avez relevé et tout, mais c'est quoi le véritable problème des entreprises au Congo? C'est l'homme, ce sont les ressources, c'est quoi? C'est complexe. Le premier problème, c'est l'homme. Il faut régénérer l'homme congolais. Le formater. Les réformater. C'est l'homme. Et à tous les niveaux. Je vous dis, là, j'ai trouvé les ouvriers clochardisés. Mais c'est eux qui avaient la solution. C'est eux qui avaient la solution. Mais quand on commençait à trouver les solutions, à progresser, qui ont bloqué encore? Ce sont les cadres. Hein? Et ces cadres-là sont influencés par qui? Par tous ceux qui ont mis un système de haute, toi que je m'y mette. Ils instrumentalisent. Les syndicats, ils s'instrumentalisent. Tous les systèmes déstabilisants. Et si nous continuons comme ça dans toutes les entreprises, il y aura des cycles de recommencement et il n'y aura pas continuité.
Il n'y aura pas continuité. Je peux dire même que c'est dans toutes les entreprises, je pense à un moment, malgré tous les efforts que Copyright fait pour les réformes, malgré tous les efforts que même le ministère des Portefeuilles fait pour On a eu récemment les états généraux des entreprises du portefeuille. Il faut du courage. Il faut du courage pour placer les hommes crédibles, d'abord. Les hommes, par homme crédible, je vois la conjugaison de la compétence et de l'intégrité. Celui qui est compétent, s'il n'est pas intègre, ça ne marchera pas. Et celui qui est intègre, même s'il vient de l'église et on prie en langue et Dieu lui donne toutes les stratégies, s'il n'est pas compétent, ça ne marchera pas. Donc pour moi, la crédibilité part de quelqu'un qui est compétent et non corruptible, part de quelqu'un qui est compétent et qui a la rigueur, part de quelqu'un qui est compétent et qui a aussi la maîtrise de soi, qui est quelqu'un qui n'est pas influencé facilement par un environnement pollué. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez trouvé la Sonatrach dans un déficit de près de 14 millions de dollars. Vous l'avez laissé avec un gain de 10 millions de dollars. Mais pourquoi il y a ce problème récurrent de manque à gagner avec les entreprises pétrolières, les importateurs privés, et ça fait parfois des carences, des grèves et des problèmes dans la chaîne de prix des produits pétroliers en RDC? Ça, c'est un problème lié à l'importation et lié avec les taux d'échange, les facteurs déstabilisants et surtout vient du fait, par exemple, que celui qui importe, il y a les différentiels de transport. Par exemple, quelqu'un qui est à Genève ou dans un pays, tous ceux qui importent, ils sont nombreux, ils obtiennent l'autorisation du gouvernement pour importer. Quand ils importent, ils louent les bateaux. Il y a les différentiels de transport. Ils achètent avec ses devises. Ils n'achètent pas avec les francs congolais. L'ensemble de tout ça est déclaratif. C'est lui qui vient déclarer ça à la douane, qui vient acheter autant, ça a coûté autant, les transports a coûté autant, et puis on ne fait que acquiescer. Là déjà c'est un problème. On n'a pas la maîtrise de ces paramètres en amont. On appelle ça même l'amont de tout. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. À l'époque du Petro-Zaïre, c'est Petro-Zaïre qui avait seul le monopole d'importation et la régulation des prix. Et là, le gouvernement avait la maîtrise. Mais à l'époque actuelle, la société nationale, je pense, tout le monde fait tout de telle manière que cette société ne joue pas son rôle. L'un des problèmes, c'est là. Il y a même des tentatives de créer deux sociétés nationales, uniquement pour créer la confusion. Mais l'unique société que le Parlement a agréé sur le plan même loi, a joué ses rôles en amont et en aval pétrolier, c'est la société nationale. Si on laisse cette société jouer son rôle pleinement, on résoudra ces problèmes de manque à gagner. Alors, vous avez laissé la Sonatrach avec un gain de plus de 10 millions de dollars, mais on vous a fait partir presque en catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ont dit que vous étiez un mauvais gestionnaire et qu'il fallait vite vous faire partir. Bon, je pense qu'il y a les enquêteurs aussi qui ont fait leur travail. Je n'entre pas vraiment dans un débat de justification, mais la réalité est que j'ai fait mon mandat de 5 ans et j'ai laissé l'entreprise dans une étape de croissance. Il fallait continuer.
Je pense que ceux qui sont venus après moi ont joué leur rôle. L'entreprise est stabilisée, ce n'est plus à l'état où je l'ai trouvé, mais du moins, il y a lieu de mieux faire. Il y a lieu de mieux faire. Mieux faire dans cette entreprise, comme je viens de dire, laisser cette entreprise jouer son rôle statutaire conformément à la loi. Pleinement, là. Pleinement. Pleinement. Cette entreprise a beaucoup à faire. Et prenons par exemple le cas de l'amont pétrolier. Cette entreprise, quand j'étais là, est parvenue à mettre en place une banque de données. La banque des données du bassin côtier. La République doit connaître le bassin côtier à quoi? En son sous-sol. Quelle est la quantité de pétrole exploitable? Je pense que j'ai fait aussi la banque de données pour le bassin de Tanganyika. J'ai laissé ça. On devrait continuer sur les bassins de la forêt équatoriale, continuer aussi sur la partie nord-ouest, de telle manière que l'État qui connaît ces banques de données peut aller jusqu'à lancer les appels d'offres pour mettre en place les possibilités aux investisseurs de venir exploiter ce pétrole de commun accord avec la société nationale, comme c'est dit dans la loi. Puisque qu'un investisseur ne peut le faire sans la société nationale. Je pense actuellement, la société nationale doit participer à raison de 20%. 20%. C'est tout ça qu'il faut faire. En dehors de ça, il y a les régulations aussi dans l'importation, en attendant qu'un jour nous puissions l'avoir. Mais c'est dommage puisque les enjeux sont tels que il y a des synergies qui empêchent d'atteindre ces objectifs. Je me pose la question avant le retour de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer avec ces pétroles qui meurent de vieillesse? Et dans l'entretemps, les mêmes pétroles, vous connaissez bien l'énergie fossile qui est frappée maintenant d'énergie polluante. Et d'ici 2030, 2050, on peut même interdire son exploitation. Que ferons-nous de toutes ces ressources? Or, d'autres pays ont accéléré leur développement partant de la manne pétrolière. Tout à fait. Nous prenons les cas de l'Angola, les cas du Nigeria, Algérie, même le Congo-Brazzaville est une vie de ça. C'est là où j'ai dit ma prière, c'est vraiment ma prière, là je parle en tant que pasteur, que Dieu nous aide à permettre à ce qu'il y ait des gens intègres, honnêtes, qui puissent permettre à notre pays d'exploiter cette manne pétrolière dont cadeau que Dieu nous a donné avant le retour de Jésus. De 1994 à 96, vous travaillez dans la conception du design des stations-service Cohydro. De 91 à 97, vous travaillez comme administrateur et directeur technique de la GCT, consultant ingénieur conseil de Elf Aquitaine en RDC pour la construction des stations-service à Kinshasa, Lubumbashi et Kananga. Alors, pour ne parler que de Kinshasa, il y a une multiplication des stations-service construites même dans les maisons, à côté des résidences, des maisons d'habitation. Et vous, en tant qu'expert, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous en dites? On sait que il y a quelques années, le ministre Boudimbo, à l'époque ministre des hydrocarbures, avait même interdit et fermé certaines stations qui étaient en construction. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que le problème, ce n'est pas de voir les nombres de stations-service, puisque pour voir les nombres de stations-service, il faut voir aussi les besoins. Y a-t-il besoin de la présence de ces stations-service ou pas? Vous voyez à combien de voitures à Kinshasa actuellement. Je n'entre pas dans les débats de savoir que c'est utile ou pas, mais je pense que le besoin est là. Dans tous les pays, vous avez déjà voyagé en Europe et partout, il y a lieu de construire des stations-service, mais selon les normes. Quand ça répond aux normes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème.
la qualité, les nombres, je pense que c'est discutable. Mais la réalité que nous devons nous mettre en tête, c'est de voir ces stations-service construites jouer leur rôle. Et ça sécurise aussi la population. Quand vous voyez par exemple la grande station de la Sonaïdro qui est sur Lumumba, 20 mai, en face de 20 mai, Lumumba, vous voyez que l'emplacement est bon, ça joue vraiment son rôle dans un espace acceptable. Mais maintenant, on en a vu presque dans des quartiers résidentiels, hein, entreposés entre des maisons. En cas d'incendie, c'est un problème. Oui, en cas d'incendie, effectivement, c'est un problème. Mais va en Europe aussi, tu trouveras ça. C'est la même chose, mais il faut prendre les dispositions. Notre grand problème, c'est le manque d'organisation. Notre grand problème, c'est le manque d'anticipation dans la discipline de contrôle, etc. En Europe, vous pouvez aussi trouver dans un grand bâtiment, une résidence, il y a une station-service. Et donc, il faut respecter simplement les normes. Il faut respecter les normes. Mesdames et messieurs, si vous venez de prendre cette émission en cours, sachez que Grand Témoin reçoit aujourd'hui le révérend pasteur Hubert Mouawa Lumingu, ancien directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydrac, ancien directeur général du bureau d'études techniques des constructions GCT. Actuellement, il est administrateur des studios Sangomalamu, radio et télévision. C'est une association sans but lucratif et il est président international du réseau de transformation et d'intercession pour les familles, RTIF en sigle. En 1991, révérend Hubert Mihimi, vous êtes conseiller en charge des infrastructures à la primature. On se rappelle que 91, c'est un moment important de l'histoire de ce pays. Là, on est après le discours du 24 avril 90 où le président Mobutu ouvre le pays à la démocratisation, notamment au multipartisme. C'était sous quel premier ministre et comment vous avez vécu ce moment? Oh, ça je n'ai pas fait longtemps là, puisque c'était les yo-yo entre... C'est les premiers ministres qui se succédaient les uns aux autres. Mouloudiaka, Faustin Birindoua. Ça devrait aboutir par Tshisekedi, Moulumbaloukoji et tout. Je pense que c'était même difficile de dire que ça tournait à ce moment. Là, c'est la politique tout simplement. Mais pour nous qui sommes techniciens, c'est compliqué. Et nous avons le malheur de vivre en tant qu'experts et en tant que techniciens tous ces yo-yo-là. Hein? Et je me disais que je terminerai ma vie dans le contexte de mettre en pratique tout ce que j'ai étudié en tant qu'ingénieur civil. Dieu merci, j'ai fait quand même le minimum. Parce que c'est des projets que vous commencez et quand le gouvernement change, vous partez. Le projet, oui, se termine aussi. Parce que tu parles de ça. J'ai été aussi conseiller en matière des infrastructures dans le ministère de l'Industrie. Et je devrais piloter les projets de cimenterie. À l'époque, avec Copyrep, on avait lancé l'appel d'offres pour mettre en place, pour réhabiliter la CIMAT, la cimenterie nationale. Les appels d'offres passés. Mais jusqu'à aujourd'hui, la CIMAT est ce qu'elle est. C'est là où je dis les problèmes résident dans la volonté de faire ce qu'on doit faire. La réalité est que chacun de nous, dans les longs, disons dans toutes les générations, nous sommes en train de faire ce que nous voulons faire et non ce que nous devons faire. C'est là les drames que j'ai rencontrés dans toutes ces années depuis que j'ai terminé mes études. C'est un drame. Moi qui étais bien forgé dans les cas des groupes universitaires, je faisais partie de la chaîne de la lutte contre la corruption, chaîne d'intégrité, ingénieur civil. Tu vois des projets comme ça, comme les chimères, quoi. Tu ne vois pas la réalisation de la mise en œuvre.
Aux années 91, par exemple, dans l'autre bureau d'études, il y avait une étude qui est passée pour la mise en place de l'interconnexion Inga-Assouan aux années 91. Et dans cette interconnexion, l'objectif c'était d'alimenter l'Europe partant d'Assouan dans la perspective d'éliminer les centrales nucléaires qui se développaient à l'époque. Et l'Europe avait planifié de prendre l'énergie à partir de la RDC, les grands Inga, afin d'éliminer les risques de tout ce qui est centrale nucléaire. En 91, à l'époque, je me rappelle, même Kadhafi s'est mêlé dans cette affaire. Mais dis-moi un peu, de 91 à aujourd'hui, quel est le pas qui a été fait? Aucun. C'est ça notre malheur, nous, de notre génération. De beaucoup rêver, sans rien faire de concret. Sans rien voir. Je vous dis, là, on est parti de Petro-Zaïre, qui était Kolomboka. Maintenant, je ne sais pas, on est à quel niveau, et tu mets pas de manque à gagner, tu mets pas de ceci. On est parti de la grande Gécamine à tout ce qui est éparpillé aujourd'hui. On est parti de la SNCC, qui était notre colonne vertébrale, à un délabré, je ne sais pas, une décomposition sans nom. Aujourd'hui, prendre les trains de Kamina jusqu'à Ilebo, c'est un chemin de la croix. De Lubumbashi à Kin, nous n'en parlons pas. De Ilebo à Kananga, chemin de la croix, d'où les calvaires, les problèmes, les carburants aussi qui coûtent cher au Kassai. On prendrait les produits par bateau jusqu'à Ilebo, et Ilebo par train jusqu'à Kananga, le problème est résolu. Il est beau via Kananga quoi jusqu'à Moneditu, le problème est résolu. Mais quels sont devenus ces rails aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le faire? En état de délabrement très avancé. En 2010, révérend pasteur Hubert Mihimi, vous travaillez comme ingénieur civil du projet Zone économique spéciale à la CASES, où vous occupez les fonctions de coordinateur adjoint. 2016, directeur technique à l'Agence des zones économiques. Mai 2013, vous faites la promotion de Zone économique spéciale pilote Maluku à Madrid, en Espagne. Aujourd'hui, la zone économique spéciale de Maluku est effective. Qu'est-ce que, selon vous, les zones économiques peuvent apporter à la RDC? Ah, ça fait ma joie. J'étais le directeur technique de ce projet. En tant que directeur technique, en passant, je salue mon frère Hollande, qui est maintenant le directeur général, on avait commencé avec lui. On a été recruté en 2008 par concours idéal de la Banque mondiale avec lui. La Banque mondiale nous a préparés pendant longtemps pour ces projets. C'est au moins l'un de ces projets qui peut me faire... Qui s'est concrétisé. Qui me fait la joie. Qui me fait la joie, bien que ça a beaucoup traîné, puisque par définition, une zone économique spéciale, c'est une entité dont le périmètre est bien délimité. Au sein de ce périmètre, on met des conditions préférentielles. Avec ces conditions préférentielles, on peut attirer les investisseurs. Donc, on met les conditions préférentielles pour créer l'attractivité des investisseurs pour qu'ils viennent s'implanter. Pour la zone des Maluku, l'objectif était d'abord pour la transformation des matières, des produits agricoles, même le bois, etc. Mais du moins, ça s'est concrétisé. Je vois aujourd'hui, il y a la production de faïences. Des carreaux, des faïences. Oh, ça, c'est à féliciter. Et j'étais heureux de voir le président de la République aller inaugurer ça. Et malheureusement, j'étais à l'étranger. Je pouvais bien être là. Vraiment, là, au moins, je félicite le chef de l'État, puisqu'il a poussé ça. Avant lui, en tout cas, ça a trop piétiné.
Je pense qu'il faut accélérer. Il faut qu'il y ait plusieurs zones économiques au pays, créer ces périmètres délimités avec possibilité d'attractivité. Des pôles de développement. Oui, ça va créer l'emploi. Ça peut créer, si on met 32 entreprises, par exemple, dans cette zone de Maluku, tu sais ce que ça peut créer comme employés et comment ça peut même impacter l'environnement de Maluku. Hein? J'ai vu aussi, il y a une zone économique qui est en train de se faire vers Safari Beach. Hein? J'avais laissé aussi en étude la zone économique, je parle de Kisushi à Lubumbashi. Hein? Il continue à travailler, mais j'aimerais vraiment que le gouvernement, la présidence puisse appuyer, donner suffisamment d'impulsion dans les zones économiques spéciales. Puisque la zone économique de Gandoukou était bien sûr pilotée par le ministère de l'Industrie, mais en réalité, c'était le financement Banque mondiale. Mais si notre gouvernement met l'accent sur ça et met les moyens à la disposition du ministère de l'Industrie, et puis avec tout ce qui est structure de l'agence des zones économiques spéciales, aujourd'hui c'est l'agence des zones économiques spéciales qui fait la régulation, mais ça marchera. Le développement du pays doit partir de ça. Dubaï, c'est une grande zone économique. Le Mwanzou, ce sont des grandes zones économiques. Hein? Les États-Unis ont combien de zones économiques? Le Canada, combien de zones économiques? Et la RDC a tous les atouts pour ça. Oui. Mais ici, en face aussi à Brazzaville, il y a des zones économiques. Ceux qui ont commencé même après nous ont avancé. Les Gabon ont commencé après nous. Ils ont fait la zone économique de Ngok basée sur les bois, la transformation du bois, jusqu'à tel point que je pense qu'ils ont même interdit l'exportation du bois, des grumes non transformés. Tout ce qui est bois non transformé, ça ne sort pas. Pourquoi? Puisque dans leur zone économique, il y a possibilité de transformer le bois. Pourquoi on doit importer les déchets de bois de la Chine comme porte, comme, c'est pas faux plafond, alors que nous avons le bois massif ici que nous devons transformer? Pourquoi ne pas mettre à la disposition des scieries au Congo les meilleurs bois que nous avons? Alors, avant de passer à une autre étape de votre vie, révérend Hubert Mihimi, vous avez passé près de 10 ans dans le système de la Banque mondiale. On sait que c'est des systèmes rigoureux, avec beaucoup qui demandent beaucoup de choses, beaucoup d'engagement. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre passage dans ce système? D'abord, la rigueur dans le travail, et puis la redevabilité. Je me rappelle dans le système, chaque 6 mois, on doit évaluer. Chaque 6 mois, on doit évaluer. Chaque fin du mois, tu dois faire les rapports de ce que tu as fait. Parce qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, on peut demander à chacun de s'auto-évaluer et de faire, avant de mériter le salaire, tu dis qu'est-ce que tu as fait pendant le mois pour que tu mérites le salaire. Mais tu vas chercher le problème. D'abord, rédiger les rapports, pour beaucoup, c'est un problème. Et puis 6 mois, chaque 6 mois, on signait les contrats renouvelables de 6 mois. Donc après 6 mois, tu peux partir. Mais cela pousse à bien travailler, cela motive à devenir performant et à être assidu. Et cette rigueur-là fait qu'on reste quand même dans... si tu veux rester dans le système, si tu veux te maintenir, tu dois être compétent et tu dois bien travailler. Là, au moins, j'ai retenu beaucoup de choses. Et en plus, c'est le système de mise à niveau. Beaucoup de formations. Beaucoup de formations. J'ai visité plusieurs pays pour aller dans les ateliers, aller dans les conférences. Et ça vous met à niveau. De manière permanente. Oui, de manière permanente. Ça, j'ai retiré ça. Et puis aussi les carnets d'adresses de plusieurs leaders, de plusieurs responsables. Ça permet, mais aussi, je pense, c'est la manière dont on doit aiguiser ses compétences et la manière de voir les choses diffère quand on est dans ce système. Évidemment, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Mais
je crois que nous avons à copier dans nos entreprises, si on peut mettre ça comme critère de performance, l'auto-évaluation. Bon, les gens ne s'auto-évaluent pas. Tu sais comment ça se passe. Tu es DG, tu as la pression de la famille, il faut engager les gens de la famille sans compétence, et tu as la pression pour certains de leurs partis politiques, tu as la pression des amis et connaissances, la pression des parrains, tout cela vient diluer vraiment disons la consistance. On travaille dans un environnement non consistant. On travaille dans un environnement dans lequel je peux dire la normale est devenue normale. On ne peut pas se développer si la normale est devenue normale. Quand vous êtes honnête, tout le monde vous regarde bizarrement. Ah oui, il ne faut pas dire non à une sollicitation. Alors, de janvier 2017 à ce jour, vous prestez comme administrateur de l'ASBL Studio Sangomalamu, radio et télé. On se souvient, notamment pour les Quinois, que la radio Sangomalamu est l'une des premières radios chrétiennes qui a émergé ici et qui a eu beaucoup de succès à un moment. Mais beaucoup d'observateurs pense que cette radio, qui aurait dû être très loin aujourd'hui, n'a pas vraiment beaucoup évolué, évoquant des problèmes de gestion, d'organisation. Quelle est votre réponse à ce sujet? Effectivement, il faut voir le contexte du départ. Au départ, aux années 94, quand le Sangomalamu a commencé, c'était l'unique radio chrétienne. Et il y avait un roulement, c'était tout à fait normal. Quand on n'a pas d'autres, on s'est contente de ça. Il y avait le monopole. Effectivement, ça cartonnait. C'est tout à fait normal. Ça cartonnait. À l'époque, avec le directeur général Fouti, ça marchait. Je les salue en passant. C'était très bien. Et avec le temps, en 80, je pense 17-18, il y a eu feu. A fait la radio a brûlé. De la cendre de ce qui a brûlé, les Quinois ont pris leurs responsabilités pour mettre les moyens. Et de la cendre, on a reçu des moyens pour renouveler l'émetteur radio, acheter aussi l'émetteur pour la télévision, et acheter même l'espace qui est là. Et ça a continué jusqu'aux années 2016, clopant. Mais je pense qu'à un moment, il y a eu quand même un redressement, un souci de redressement, un souci de modernisation. Aujourd'hui, je pense que si vous partez à la radio Sangomalamu, vous verrez un bâtiment viable, vous verrez les efforts qui les efforts fournis pour que cette chaîne de télévision puisse encore briller malgré que l'environnement n'est plus le même. On est maintenant dans un environnement pluriel. Concurrentiel. Il y a plus de 400 chaînes de radios et je ne sais pas combien de radios chrétiennes. Alors, émerger dans cet environnement a beaucoup d'exigences. Il y a l'exigence qualité, il y a l'exigence technique, il y a l'exigence de personnel. Et il faut maintenir encore ce personnel. Je pense que c'est l'une des rares chaînes de télévision et radio qui doit avoir cette chaîne a un personnel bien traité, un personnel qui est pris en charge, si je peux dire, qui sont payés régulièrement, un personnel qui n'a pas beaucoup à se plaindre, malgré qu'ils ne sont pas payés aussi comme on le croirait. Mais la réalité, il y a la grâce de Dieu dans cette chaîne. Il y a vraiment la grâce de Dieu et cette chaîne est une bénédiction pour notre pays actuellement. C'est une bénédiction pour les nations, puisque avec l'apport de Canal+, tout ce qui est plateforme de médias actuellement, on peut recevoir, Canal+, disons, Sangomalamu dans plusieurs pays. Cela étant, je pense que l'évaluation que tu fais de dire que ça, c'est relatif ce que tu dis. À mon avis, je pense que Sangomalamu est à sa place, Sangomalamu joue son rôle. C'est l'unique chaîne qui a l'opinion
sur à Kinshasa. Combien de chaînes peuvent, disons, réunir autant de personnes chaque premier dimanche du mois, comme ça se fait à Kinshasa. Allez à la cathédrale, vous verrez chaque premier dimanche du mois, il y a ce qu'on nous appelons les Bana Notre Père. Et tous les 31 décembre. Et tous les 31 décembre, je salue tous les Bana Notre Père et surtout les partenaires de Sang Malamu qui consentent beaucoup de sacrifices pour maintenir cette chaîne qui ne reçoit rien de l'extérieur et qui ne vivent que par la grâce de Dieu. Et c'est une chaîne qui n'appartient pas à un individu, c'est une chaîne qui appartient au Bana Notre Père. Alors, vous êtes président international du réseau de transformation et d'intercession pour les familles RTIF. La RDC, pays à majorité chrétienne ou chrétien, mais où on parle de corruption, dans les indices de corruption, la RDC est toujours parmi les derniers pays. On parle de détournement, qu'en termes de millions, les développements peinent à décoller, le pays stagne, pour certains et même vraiment dans un état de coma ou de mort accélérée. Est-ce que la religion n'est-elle pas l'opium du peuple en RDC? C'est à tous les coins de rue qu'on a une église, qu'on a des églises, devient pasteur, devient prophète, apôtre, archipape, qui veut. Laisse-moi respirer avant de répondre. Je vous en prie, à cette grande question. Comment faire une corrélation entre la spiritualité, la multitude des églises et le développement. Et le développement, pas tellement le développement, disons la putréfaction, si je peux dire, l'indice lié à la corruption. 80% des chrétiens, et puis les pays les plus corrompus, 80% des chrétiens, l'un des pays les plus pauvres, pays riches, pays pauvres, riches en potentiel, pauvres en réalité. Pauvres en réalité. Je pense il y a la conjonction de plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le facteur que vous dites là, d'ailleurs, c'est une distraction. Au contraire, l'Église du Congo est dans une phase de croissance et de maturation. C'est tout à fait normal. Comment ça? Il y a aux années 80, lors des grands réveils et de l'arrivée de l'évangélisation massive telle que s'est faite avec les campus pour Christ, les études bibliques menées par la lecture de la Bible, le groupe biblique universitaire, il y a eu la mise en place d'un certain nombre de leaders sur le plan qualité. Je dis bien sur le plan qualité. Et c'est là où je veux dire, aux années 82, nous avons mis en place une chaîne d'intégrité. Déjà, avec des messages du genre le rôle de l'intellectuel chrétien dans une société en crise. Et moi, je suis de cette moule-là, où on croyait vraiment que, en croyant en Dieu, il y a lieu d'être des natures, des faveurs partout. Il y a des porteurs de faveurs s'ils sont dans la présence de Dieu. Nous prenons l'exemple de Joseph, le fils de Jacob, hein, qui était porteur de grâce, qui a traversé les frontières, même au niveau de l'Égypte, de la maison de son père à la maison de Potiphar, de la maison de Potiphar à la prison, de la prison à la maison de Pharaon. La grâce l'a accompagné et la présence de Dieu en lui a fait tout réussir. Donc je suis de cette conviction-là. Je suis convaincu que si effectivement l'Église mettait en place plusieurs systèmes d'enseignement des disciples, puisque pour le moment le dérapage vient du fait qu'à la place de former les disciples, beaucoup se contentent à former des fanatiques et non les disciples. Jésus-Christ ne nous a pas appelés à former les fanatiques. Il nous a dit, hein, allez faire de toute la nation les disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. C'est très important. La différence vient de là. Vous pouvez appeler tout le monde chrétien, mais tout le monde ne l'est pas. Il y a un problème aussi de maturité
Il y a un problème de maturité. Hein? Le temps d'accepter le Seigneur, le temps de croître, le temps de connaître son appel, le temps de comprendre à quoi on est utile, le temps de comprendre les besoins de leadership et les leaders serviteurs, le temps de résoudre tous les problèmes émotionnels et d'être un leader qui se base, un leader qui base ses convictions dans la vérité et qui puise tout dans la vérité. C'est un processus, vous n'en trouverez pas nombre. C'est tout à fait normal. Donc les problèmes deviennent maintenant au point de discerner qui sont les hommes solutions, qui sont les hommes porteurs des grâces et comment les placer et comment les protéger. Pour ce qui est de l'Église d'une manière générale, dans ma lecture, je pense que l'Église joue son rôle, mais il y a un problème, effectivement, il y a beaucoup de brebis égarées, il y a beaucoup de choses à dire, mais d'une manière générale, l'Église a encore sa place, l'Église doit jouer son rôle. Rappelez-vous l'acte que le président de la République a posé en 2019 en confiant les pays entre les mains de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas un acte anodin. Mais on a l'impression que depuis lors, les choses vont de mal en pis. Ah, ça, c'est l'impression, heureusement. Vous dites que vous avez l'impression. Qu'est-ce qui se passe si vous jetez la lumière dans les ténèbres? Vous trouvez un chaos. Tout est ténébreux. Vous connaissez les œuvres des ténèbres quand vous lisez dans Ephésiens 5. Les œuvres des ténèbres, la corruption, l'impudicité, l'infidélité, tout ce qui est désordre, et vous jetez la lumière. Dès que vous jetez la lumière, ça veut dire quoi? Chacun commence à se voir. Oh, moi j'étais comme ça. J'étais sale comme ça. C'est un processus qui prend du temps. C'est grâce à ça d'ailleurs que nous découvrons tout ce qui se passe aujourd'hui. Même la guerre de l'Est. Ça fait partie de la lumière qui est jetée. Et tout le monde doit comprendre maintenant les origines de ces conflits, d'où ça vient, comment. C'est le temps justement de remettre de nouvelles bases. C'est grâce à cet acte. Puisque maintenant, Jésus-Christ jette la lumière, tout ce qui était caché, tout ce qui tirait des fidèles, des ficelles à l'extérieur ou à l'intérieur, mais tout devient apparent. Hein? C'est là où aussi l'Église doit intervenir. Tu dis, ok, maintenant que nous connaissons la vérité, mettons de nouvelles bases, et plaçons les hommes crédibles, ne recommençons plus avec les antivaleurs. Alors, vous avez cette structure RTIF où vous parlez beaucoup de la famille. Pourquoi cet accent sur la famille? Je mets l'accent sur la famille parce que la crise actuelle est sur le plan mondial a comme base aussi la négligence de la famille. Le monde entier fait tout pour que les termes famille, les termes père, les termes papa, maman puissent disparaître. Vous connaissez le système? On est parti de la théorie de l'évolution pour passer de la théorie maintenant des transgenres. Après les genres, maintenant on passe dans les transespèces. J'ai l'impression que l'homme devient de plus en plus animal. Mais qu'est-ce que la famille peut apporter dans le cas de la RDC? Comment la famille peut impulser ce développement? L'éducation commence par la famille. Je dis bien la vraie éducation. Quand tu vois bien tous les héros qui ont relevé les rangs des filles viennent de la famille. David a été choisi dans la famille. À 17 ans, il a relevé les rangs des filles face à Goliath. Si chacun de nous aujourd'hui prend la responsabilité de bien former ses enfants, du point de vue éducation, vous dites aux enfants, l'environnement doit être propre. Vous dites aux enfants, il ne faut pas cracher dans la rue, il ne faut pas jeter les ordures de n'importe quelle manière. Vous dites aux enfants, la poubelle existe. Vous dites aux enfants, il y a le respect des parents, il y a aussi le respect des papa voisins, le respect des mamans. Des biens communs, ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Ça s'apprend d'abord dans la famille, du point de vue éducation. Vous dites aussi aux enfants comment bien gérer. Vous dites aux enfants la corruption est mauvaise. Vous dites aux enfants comment respecter les biens communs et vous mettez dans la tête des enfants l'intérêt collectif. L'intérêt collectif que chacun de vous est bénédiction pour la nation. Chacun de vous peut se sacrifier pour la nation. Chacun de vous peut apporter le meilleur qu'il a et mettre ça à la disposition de la nation. Que chaque famille se prépare
pour mettre à la disposition de la nation des hommes solutions. Pour moi, c'est la famille qui doit jouer pleinement ses rôles. Mais si vous êtes dans les familles où papa est bandit, où papa abandonne maman avec les enfants, vous êtes dans les familles où il n'y a pas de moralité, vous êtes dans les familles où les enfants sont laissés à eux-mêmes comme les enfants de serpents, ça ne passe pas, ça ne peut pas avancer. Hein? Au monde entier, la crise actuelle du monde, c'est la crise de la famille. Il faut que les parents prennent ses responsabilités. Du point de vue pays, notre pays, parce que nous voulons résoudre tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui à l'horizon 2050, 2060, il est grand temps pour nous, surtout vous de votre génération et les jeunes gens qui se marient aujourd'hui, nous devons bien éduquer nos enfants-là qui se marient maintenant, de telle manière qu'eux préparent leurs enfants qui naissent aujourd'hui avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle discipline, avec une organisation particulière. Et ils mettent en place aussi un système éducatif qui les prépare à faire face aux défis de 2050 et aux défis de 2060. Donc la gestion prévisionnelle commence justement par ces statistiques de savoir combien de garçons naissent aujourd'hui, combien de filles naissent aujourd'hui et quel serait leur métier en 2050 et avec tout ce qui est interférence de l'intelligence artificielle. Ne négligeons pas ça. Avec tout ce qui est technologie moderne, mais les enfants en 2025 ne seront pas les universitaires d'aujourd'hui. Et les familles déjà peuvent s'organiser, bien que nous vivons encore le chaos de corruption dans les universités, dans les systèmes actuels. Mais si l'enfant aujourd'hui, dès le sein maternel, est pris en charge avec une perspective d'éducation partant de ses propres parents, moi je pense qu'en 2025, nous aurons des jeunes gens capables d'aller au front et disons, de protéger nos frontières. Nous aurons des jeunes gens capables de ne pas trahir le pays. Nous aurons des jeunes gens capables de se sacrifier pour le pays. Nous sommes une génération qui n'accepte pas les sacrifices pour le pays. Formons les jeunes gens qui vont se sacrifier pour le pays. Formons les jeunes gens qui vont développer le pays. Formons surtout les jeunes gens qui ne vont pas trembler devant les milliers, alors que Dieu a mis dans notre pays des milliards en potentiel. Donc ce qui fait défaut, nous n'avons pas de gestionnaires des milliards. Nous avons des gens qui tremblent devant $100, $1000, des milliers d'euros. Ça, Dieu me l'a dit. J'étais dans un pays africain, en retraite, avec ma femme. J'ai vu de l'ordre qui était là, la discipline qui était là. Un pays pauvre, très bien organisé, et les gens avaient la tête sur les deux épaules. Mes épouses, mais nous avons tout, mais qu'est-ce qui se passe? La nuit, Dieu me dira, je vous ai tout donné. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Alors il m'a dit encore, le leadership c'est quoi? Le leader c'est celui qui est capable de contraindre les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Vous manquez à tous les niveaux les directeurs, les chefs de division, capables de contraindre les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Et vous manquez deuxièmement la discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est la capacité de faire régulièrement ce qu'on doit faire. C'est ce qui amène le résultat. Nous n'avons pas la gestion axée sur les résultats. Pourquoi? Le manque de discipline. Et partant de ça, si nous n'avons pas une génération qui a compris ça, nous n'aurons pas les entreprises qui vont fabriquer les avions, nous n'aurons pas les chaînes de fabrication des véhicules, nous n'aurons pas... Comment on va importer des tracteurs pour faire les champs et nous n'en fabriquons pas? Vous importez les tracteurs pour 5 ans. 5 ans après, ces tracteurs, on n'en fabrique plus. Là, vous avez importé. Vous n'avez plus de pieds de rechange. Vous serez obligé de faire encore recours à ces pays-là. Vous n'allez pas vous développer, on va vous bloquer. Alors, puisque vous parlez de la formation, on va voir votre formation. 64 à 71, certificat d'études primaires à l'Institut Saint-François-Xavier de Kikwit. 71-72, diplôme d'état de technicien A2 en mécanique générale à l'Institut technique de Kikwit.
75-76, certificat de la pré-polytechnique université de Kinshasa. 79-85, diplôme d'ingénieur civil, faculté polytechnique, option génie industriel à l'université de Lubumbashi. Révérend Hubert Mihimi, vous êtes polyglotte, vous parlez les 4 langues nationales, vous parlez l'anglais, le français. Qu'est-ce qu'on peut considérer dans votre enfance comme le plus bon et le plus mauvais souvenir? Les plus bons souvenirs, je vois un peu comment mon papa a travaillé. Il était inspecteur technique dans la compagnie du Kasaï et de l'Équateur. J'ai voyagé avec lui du Kasaï jusqu'à l'Équateur. Dans les Bandundu, partout, il partait pour les usines. Il maintenait les usines de production de noix de palme. Et il était spécialiste de moteurs Mercedes. Partant de ça, j'ai tenu à faire la mécanique jusqu'à aller à l'école technique, les ITC. Partant de ça, j'ai tenu à faire la polytechnique dans l'objectif de les remplacer. Ce que je regrette, il est mort, je n'ai pas pu les remplacer. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu continuité. Autant d'usines qui faisaient la fierté du pays, où le pays était peut-être premier producteur d'huile de palme. Et aujourd'hui, nous sommes, c'est pas dernier producteur. Sont en faillite aujourd'hui. Toutes ces sociétés sont en faillite. Alors, pourquoi nous avons étudié? C'est ça la question. Et je ne vais pas laisser ces chaos à mes enfants. C'est là où je dis, nous devons travailler de telle manière que nous laissons le meilleur aux générations futures. Alors, quel type d'enfant avez-vous été? Un enfant poli, obéissant par rapport aux autres. C'est ce que ma mère me disait souvent. J'étais un peu différent des autres enfants. Ce qui fait que rapidement, quand je me suis retrouvé entre les mains des pères jésuites à l'internat au collège, je me suis adapté rapidement. Et j'avais une vision d'enfant, de tout ce que je pouvais devenir. Partant de ce que j'ai vu de mon père, et les cadres de formation dans lesquels il m'a mis avec les jésuites, j'ai vu la discipline qui me convenait pour devenir ce que mon père était, puisque mon père était de la génération de ceux qui ont remplacé les Belges. Tout à fait. Voilà, j'avais cette conscience. Surtout quand je me suis converti en 79, quand je me suis converti, ça a renforcé encore cette conviction de bien faire, une culture d'excellence. En tout cas, je ne suis pas de nature à beaucoup, disons, banaliser les choses. Je ne suis pas de nature de vulgarité. Non. J'aime être sérieux, j'aime me concentrer, j'aime écrire, j'aime écrire mes livres. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du plus bon souvenir et le mauvais souvenir. C'est que vous considérez comme le plus mauvais souvenir de votre enfance? Le plus mauvais souvenir de mon enfance, c'est quand j'allais mourir. Ah bon? Dans quelles circonstances? J'étais à l'internat avec le père jésuite. Pendant les heures de 16 heures, on jouait au football. J'étais gardien de but. Et j'ai capté un tir fumant. Et puis je suis tombé. Et au sein de moi, il y avait l'appendicite qui s'est éclaté. Oh là là. C'était déjà... C'était perforé, quoi. Et je ne savais pas. Ce soir-là, je me suis lavé, je suis allé dormir. Et le matin, je ne pouvais pas me réveiller. Et les prêtres venus pensaient que c'était les palus. Ils m'appellent, c'était le père, pas d'Ikirini, père Jacques, je pense. On m'a soigné avec des aspirines et tout ça. Ça fait 3 jours. Imaginez ces liquides-là. Oui, qui commencent ça fait pourrir les intestins en bas là-bas. Tous les gros intestins. Et le ventre ballonné. Et puis, on m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, le docteur a dit, c'est inutile, il doit mourir dans 3 jours puisque tout est pourri. On a fait venir mon père en urgence. Mon père
a payé son billet rapidement, il est venu, et puis on lui a dit, voilà, nous sommes obligés de te dire que dans 3 jours, ton fils meurt, mais c'est à toi de faire le choix, soit le ventre reste comme ça, le cercueil sera difforme, ou on opère pour vider tous les gaz et couper un peu tout ce qui est décomposé comme intestin. Alors, en pleurant, et ma mère aussi pleurait, ils ont choisi d'opérer pour les raisons d'esthétique. Dans les cercueils. Pour le problème d'enterrement. Et ça vous a sauvé la vie. Ils ont fait leur travail. Et on avait opéré comme ça. Et ma mère pleurait. Et on a fait venir tous mes collègues délégués de la classe. J'étais en 2e secondaire. Pour un dernier au revoir. Oui, ils m'ont dit au revoir. Au revoir. Il y en a qui pleuraient. Et moi, ça ne me disait rien. Et 3 jours après, j'ai demandé de l'eau. On ne soignait pas cette plaie, on n'avait pas mis, puisque la peau était décomposée, on mettait seulement les daquins. On ne mettait même pas les antibiotiques, on attendait que je meure. Et ma mère est allée dire à une sœur, la sœur s'appelait Parmi, une italienne, qu'il demande de l'eau. La sœur est allée voir le médecin lui dit, écoute, peut-être c'est les derniers le dernier verre d'eau. Alors, quand on m'a donné de l'eau, je ne suis pas mort. Wow. J'étais vivant. Et on a vu que la peau qui était blanche était devenue rouge. Wow. On a commencé à me donner des antibiotiques. Et je ne sais pas ce que Dieu a dit. A fait la réalité que je suis vivant. Wow. J'ai repris mes cours 3 mois après. La cicatrisation aussi a disparu. C'était devenu comme une intervention chirurgicale d'esthétique. Wow. Dieu a tout remis. J'ai repris à jouer au football. Voilà, c'était un mauvais souvenir, mais en même temps, un véritable miracle. Un véritable témoignage. C'est là où j'ai dit, moi, je sers Dieu par reconnaissance. Si je n'aime pas les blagues, je n'aime pas la corruption, je n'aime pas, j'ai l'impression que si je me fais vautrer dans les péchés, il va retirer le souffle de vie. J'ai toujours cette impression-là. Il m'a laissé en vie pour le servir, et je dois être sérieux dans tout ce que je fais. Alors, quelques noms d'amis d'enfance qui vous reviennent encore? Oh, il y a Popol Bemba qui a à Lubumbashi. Celui-là, c'est vraiment un véritable ami. Je le salue aussi en passant. Il y a beaucoup qui sont morts, hein. Beaucoup qui sont morts. Il y a même ceux de l'université, je crois, je ne sais pas. Oui, par exemple, des noms qui vous reviennent comme ça. Ici, à l'université, j'ai connu les Jean-Télé Kimbembe. Mazunga. Ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Ngalassi. Le pasteur. Le pasteur, il était notre commandant de brigade. On l'appelait Brigabouf. Qui je peux me rappeler encore, il y a le Star Mamboma, je peux me rappeler de Bukassa. Bon, voilà, ils sont nombreux. Alors, vous êtes marié à maman Marceline Galula, que nous saluons en passant, et père de 6 enfants. Je vais vous faire écouter quelque chose et on va suivre ensemble. Bonjour, je me nomme Pasteur Esther Mimi, la fille du révérend Hubert Mimi. Je suis 5e sur 6, et dont 3 filles et 3 garçons. S'il faudrait que je parle de mon père, je commencerai par dire que nous avons l'avantage d'avoir à la fois un père et un repère. Ce n'est pas très facile pour moi de parler en si peu de temps de quelqu'un qu'on connaît depuis plus d'une 30aine d'années pour la plupart de mes frères. Néanmoins, je commencerai par rendre grâce à Dieu de nous l'avoir donné comme père. Certes, il a occupé plusieurs casquettes dans la société et dans l'Église, et il reste une figure importante pour plusieurs générations et un modèle dans son leadership. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est un homme très humble, mais extrêmement intelligent et travailleur. Il est rempli d'expériences professionnelles. J'ai souvent du mal à finir de dire son énorme et long CV. Et en tant que père, il nous a formés comme dans une armée. Il a su
découvrir dès notre jeune âge les potentialités de tout un chacun et c'est investir, nous pousser à maximiser du temps dans l'exercice et l'exploitation de nos dons et nos talents. Je dirais d'ailleurs qu'il nous a plus encouragés, nous les femmes, à travailler durement, à être autonomes, mes sœurs et moi. Et il nous a élevés en nous rappelant toujours le plus important, c'est que nous soyons responsables vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la société. Au-delà de tout, il s'est rassuré que nous ayons le salut. Il nous a parlé du Seigneur dès notre jeune âge. Je suis heureuse que dans ma famille, tout le monde ait pris la décision de donner sa vie au Seigneur comme le plus tôt possible d'ailleurs. Je crois que je peux m'arrêter là. Voilà. C'est Titi? Non, c'est Esther. Ah, voilà, la voix ressemble à sa sœur aînée, Esther. Alors, je vous ai vu très ému. Pratiquement, elle a résumé ce que nous venons de dire. Vraiment. Elle a résumé ce que nous venons de Et dire. qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce genre de témoignage de votre propre enfant? Vous savez, faire des disciples partant de sa propre famille, c'est un grand défi. Surtout pour les enfants des pasteurs. Je suis très content, ça me laisse couler les larmes de voir qu'au moins, tous mes enfants ont reçu l'opportunité de connaître Dieu, ont reçu la grâce d'être compétents et ont reçu aussi la grâce de se mettre au service des autres d'une manière intègre. Donc, j'ai mis en place dans la société, par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes crédibles. Là, je pense que je suis content. Alors, s'il vous était demandé de proposer, qu'on vous propose une chanson, ce serait laquelle? Comment expliquer? Ah, comment expliquer? Comment expliquer? Ah oui. D'accord. Pourquoi dire à Dieu, dans le fond de mon cœur, dire merci à Dieu? Tout à fait. Je manque des mots pour lui dire merci. Qu'il accepte seulement les cris de mon cœur. Vraiment. J'allais dire amen. Révérend Hubert Mihimi, cette émission est en train de toucher à sa fin. Un mot pour terminer à l'endroit de tous ces millions de Congolais qui vous suivent à travers les provinces et à travers le monde. Un mot d'espoir. Aujourd'hui, vous voyez le Congo dans le gouffre. Est-ce que ce pays s'en sortira? Qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes qui vous entendent et qui espèrent un Congo meilleur demain? Le pays, un grand pays, beau pays, riche, nous appartient. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Que les jeunes qui nous suivent prennent conscience. Donc, nous devons, nous les aînés, bâtir la conscience collective, les aider à s'approprier de leur pays en étant conscients de toutes les responsabilités qui les attendent et des grands défis à relever par leur génération. Ça, c'est la première des choses que je peux leur demander. Qu'ils ne soient pas comme notre génération qui a accepté la facilité, mais qu'ils travaillent. C'est le travail qui crée le bonheur, qu'ils deviennent créatifs, qu'ils aient un esprit d'initiative nourrie, qu'ils n'étudient pas pour aller demander du travail, pour chercher du travail avec, c'est pas des lettres de demande d'emploi, qu'ils étudient pour créer l'emploi. Je crois que avec un peu d'abnégation, avec un peu de sacrifice, avec un peu de discipline, ils bâtiront un pays meilleur. Moi, je crois que mon souhait qu'avant avant que Dieu me rappelle, je puisse voir un peu ce que le pays peut devenir si réellement il mettait en pratique tout ce que nous venons de dire ici. Je crois à un avenir meilleur, je crois à un pays béni, je crois que toutes les promesses que Dieu a faites dans ce pays s'accomplira. Je sais que ce pays lui a été remis, et je répète encore, le 23 juin 2019, ce pays a été remis entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un problème d'une génération, c'est un problème des générations. Je suis convaincu que leur génération verra le meilleur de ce pays. Les épreuves que nous traversons aujourd'hui
Ce sont les épreuves qui doivent nous amener à la maturité et non les épreuves qui doivent nous décourager. Au contraire, les épreuves doivent nous inciter à abandonner tout ce qui nous amène là et nous pousser à progresser avec les meilleurs que Dieu a mis à leur disposition. Voilà. Révérend Pasteur Hubert Miyimi, merci de nous avoir reçus dans votre beau bureau. C'est à moi de vous dire grand merci. Vous avez accepté quand même d'approcher cet homme qui n'aime pas souvent s'ouvrir. Là, bravo à vous. Vous avez l'une des émissions que je n'ai jamais fait. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, Alain Hérong Mouchige. À la technique, ça veut dire à la caméra, à la prise de son, Paul Badianyama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Vous le savez, vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et plusieurs autres numéros de Grands témoins en allant sur www.radiookapi.net ou sur toutes nos plateformes digitales. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir.